Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les titres et les principaux de ce 20h. Le calme est revenu au campus universitaire de Douala après le mouvement d'humeur observé ce matin par des étudiants. Les infortunés qui revendiquaient le retour du juste équilibre dans le paiement de la prime d'excellence ont été écoutés en leur cause. La fête du Ramadan pointe à l'horizon. Les préparatifs s'intensifient dans les ménages malgré l'incertitude qui continue d'entourer l'apparition du croissant lunaire. Double scrutin du 30 septembre de cette année, la POJAR est-elle une réalité sur les listes électorales? Une militante de la POJAR est notre invitée dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Mouvement d'humeur à l'université de Douala, le calme est revenu sur le campus universitaire. L'administration repart le tort qu'elle aurait causé aux étudiants de cette institution. Elle s'est pliée aux exigences des apprenants en signant 2 communiqués portant sur les conditions à remplir pour entrer en possession de la prime d'excellence. Claude Requois et Sandrine Yamga. Journée folle à l'université de Douala ce mercredi. Un communiqué fâche. C'est celui signé du recteur, le professeur Dieudonné Oyono, qui évoque les conditions requises pour que les étudiants bénéficiaires de la prime d'excellence rentrent en possession de leur dû. Il n'a jamais été question qu'on présente les reçus de l'année en cours. Il n'a jamais été question. On a toujours pris nos primes. Moi, j'ai pris ma prime il y a 2 ans. Mais en 2011, j'ai récupéré ma prime. J'ai juste présenté ma carte d'étudiant. Des documents exigés plus qu'il n'en faut de leur point de vue. On doit nous exiger l'écriture de l'année académique 2011-2012, donc l'année antérieure. Leur colère manifeste a poussé l'administration de l'institution universitaire à réagir promptement pour expliquer la nécessité de produire toutes les pièces requises. Les pièces exigées sont les mêmes qu'on demande dans toutes les universités d'État. Nous devons payer la prime. On va s'assurer que nous la payons aux étudiants. Pour cela qu'on leur demande une carte d'étudiant. On va s'assurer que cette prime, nous la payons aux étudiants méritants, puisque c'est la prime de l'excellence. Et c'est pour cette raison que nous leur demandons un levé de notes. Répondant aux requêtes des étudiants, les responsables de l'université ont aussitôt rectifié le tir. On leur demande 2 choses seulement maintenant. On leur demande de nous produire leur carte nationale d'identité et leur carte d'étudiant de l'année académique 2011-2012 ou alors de l'année 2012-2013, tout simplement. Le communiqué y afférent est aussitôt signé et la bonne nouvelle est répandue. La carte nationale d'identité et la carte d'étudiant de l'année en cours ou précédente suffisent donc désormais pour que les étudiants allocataires de la prime d'excellence accordée par Paul Biya passent à la caisse pour percevoir leur prime, 50 000 francs CFA. Relation entre le Cameroun et la République centrafricaine. Le régime de Michel Diotodia, le président de transition de la Centrafrique, invite ses compatriotes qui ont fui le pays après le coup d'État du 24 mars dernier à rentrer au Bercail. Idriss Salao, qui est le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, vient à cet effet d'effectuer une tournée au Cameroun où il a rencontré ses compatriotes. Des détails dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou et Steve Eboulé. Après le coup d'État du 24 mars 2013 en République centrafricaine, plusieurs Centrafricains, craignant des représailles, ont trouvé refuge au Cameroun voisin. Une bonne partie d'entre eux réside à Douala. Pour les autorités de Bangui, le Cameroun est certes une terre de paix, mais la Centrafrique a besoin de tous ses fils et filles pour se construire. Raison pour laquelle Idriss Salao, le ministre directeur adjoint du cabinet civil de la RCA, vient de parcourir plusieurs villes du Cameroun pour inviter ses compatriotes à regagner leur pays. Nous sommes d'abord allés à Bertoua avec les autorités camerounaises, le ministre de la Défense, les officiers, rencontrer nos frères en armes qui sont retrouvés au Cameroun. Il y a un bon nombre à Bertoua, il y a un autre nombre à Yaoundé et à Douala. Nous sommes venus faire savoir à nos frères que la situation sécuritaire au pays est en train de s'arranger et que nous voudrions que toutes les filles et les fils de Centrafrique
rentre au pays pour qu'ensemble nous puissions reconstruire cette nouvelle Centrafrique. Le discours n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, mais les interlocuteurs du ministre centrafricain exigent des garanties. Je suis dépouillé de tous mes biens. Si on me dit aujourd'hui de rentrer et que je pouvais avoir accès ou droit à mes biens qui ont été pillés pour refaire ma vie, reprendre mes commerces et autres, je serai d'avis. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais rester ici au Cameroun. Mes compatriotes militaires qui sont là, ils ont aussi leur droit de réclamer parce que présentement au pays, ce qui se passe là-bas là, nous donne la peur. Les choses se feront progressivement, affirment les autorités de Bangui. Nous allons déjà dans un premier temps organiser le retour de ceux qui sont volontaires aujourd'hui. Et nous allons revenir pour exhorter les autres jusqu'à ce que tous repartent au pays. Parce que tant qu'il y a un Centrafricain qui soit à l'extérieur parce qu'il est mécontent, nous avons le devoir en tant que gouvernement, en tant qu'État, de venir vers eux. Le régime de Michel Diotodja veut donc remettre la République centrafricaine sur le chemin de la paix. Même si à Bangui, l'on est certain qu'il faudra durement travailler pour y parvenir. Et municipal 2013 au Cameroun, le contentieux préélectoral des listes de candidats se prépare. C'est près de 300 requêtes jusqu'ici à la date butoir qui sont déposées à la chambre administrative de la Cour suprême. Les motifs des recours sont variés, ils se distinguent les uns des autres. Yannick Mbazoa. Depuis le début du dépôt des recours, comptant pour les élections municipales, le personnel de la chambre administrative de la Cour suprême a presque perdu le sommeil. À notre départ des lieux, il était encore impossible de connaître le nombre exact, soit des recours déposés ou des partis politiques demandeurs. 225 recours sont enregistrés pour l'instant, nous confie une source proche du greffier en chef de la chambre administrative. À l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, tous les recours ont déjà été déposés. L'UNDP a globalement déposé 15 recours. 4 recours pour la réhabilitation de nos listes, c'est-à-dire Tombel, Kumba 2, Messondo et Messager. Et 10 recours contre nos adversaires parce qu'ils ont fraudé dans la composition de leur dossier. Eh bien, nous comptons sur à la fois le Conseil constitutionnel et l'Assemblée administrative pour dire le droit. Après la date butoir du dépôt des recours, la Chambre administrative de la Cour suprême statue dans un délai maximum de 5 jours suivant la saisine. La décision de la Chambre administrative est immédiatement notifiée au Conseil électoral d'élections Cameroun pour exécution, comme le dispose l'article 190 du Code électoral en ses alinéas 1 et 2. Et qui peut déposer ou alors introduire un recours auprès de la Cour suprême qui fait office de conseil constitutionnel ou encore auprès de la chambre administrative de cette institution. Selon la loi, des partis politiques et même des électeurs sont fondés en cet exercice. Sandrine Yamga. Les recours déposés, la juridiction compétente, c'est-à-dire dans ce cas la Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, dispose de 5 jours pour les municipales et 10 jours pour les législatives pour statuer sur ces requêtes. Selon l'article 189 de la loi portant code électoral, le recours après la décision d'acceptation ou de rejet d'une liste de candidats peut être introduit par un candidat de la dite liste, le mandataire de cette même liste ou de toute autre liste ou encore par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune concernée. C'est-à-dire qu'un électeur peut émettre des réserves sur la liste présentée dans sa commune par un parti politique. D'autre part, une formation politique peut s'attaquer à la liste d'un autre parti politique à condition que ce parti politique soit lui-même en course dans la même commune pour ce qui est des municipales, par exemple. Et c'est un plaidoyer en faveur des femmes. Le quota des femmes sur les listes électorales reste faible, du moins il n'atteint pas les 30%, observe ainsi des organisations non gouvernementales qui militent pour le respect de l'approche genre. Le cri a été une fois de plus entendu ce jour dans la ville de Douala. Une fois encore, Sandrine Yamga. Les femmes et la politique semblent ne pas faire bon ménage. Le processus électoral en cours le démontre à suffisance. Des femmes sont très peu visibles sur les listes présentées par les partis politiques. Puisqu'il y avait beaucoup de barrières, des femmes n'avaient pas de papier,
le fait qu'elles ne puissent pas s'exprimer en français ou en anglais était aussi une difficulté et elles n'ont pas d'argent pour payer toutes ces cautions. On a le sentiment qu'au Cameroun, pour le moment encore, la politique est une affaire d'hommes et c'est comme si c'est une faveur qu'on faisait aux femmes pour leur dire « Ok, nous sommes 4, on te donne une place, on donne une place aux femmes. » Mais nous devons évoluer. C'est que des femmes réunies au sein des organisations non gouvernementales dénoncent les leaders des formations politiques et la loi électorale qui ne leur accorde pas beaucoup de place, encore moins de choix. Dans les partis politiques, il n'y a pas déjà, dans la plupart des partis politiques, une politique de genre pour encourager les femmes. Disons, le code électoral n'a pas précisé la proportion dans laquelle le genre devait être pris en compte. Mais à côté de cela, les femmes représentent un frein pour elles-mêmes. Les femmes ont des problèmes pour s'imposer dans la sphère politique parce qu'elles sont d'abord femmes. Parce qu'il y a d'abord un problème de complexe, il faut le comprendre. Pourtant, elles galvanisent, elles connaissent leurs problèmes. Elles sont prêtes à s'asseoir dans un conseil municipal et dire ce qu'elles veulent, ce qui ferait du bien à leur environnement. Mais ce n'est pas possible, elles sont limitées. Pour les défenseurs des droits des femmes, aux grands mots, les grands remèdes, il faut tout d'abord que la loi impose aux partis politiques, lors des scrutins de liste par exemple, un quota ou une proportion à respecter pour la représentativité des femmes dans les listes. Et nous parlons d'autre chose. À présent, les commerçants du petit marché du lieu-dit ancien abattoir à Yaoundé viennent de voir leur comptoir détruit par la communauté urbaine de la ville, mais les infortunés ont pris siège à quelques mètres seulement de la zone interdite de commerce. Reportage. Voici ce qui reste actuellement du petit marché de l'ancien abattoir à proximité des brasseries du Cameroun. Et ce, après le passage dévastateur de la communauté urbaine de Yaoundé. Les commerçants marquent toute leur surprise face à cette situation. Ils nous ont rien dit, ils ont seulement dit qu'on enlève nos marmites, ils cassent nos bancs de table, il n'y avait rien autre chose à ajouter. Les plaintes qui s'ensuivent sont loin d'être exhaustives. On ressent quoi? On sent seulement la douleur de nos souffrances. On va faire comment avec les enfants maintenant pour les inscrire? Et au moment même si on vendait même où, on n'allait pas nous mettre dehors. Parce qu'avec ce petit commerce, comme nos enfants à l'école, les maris ne travaillent pas, les retraités, on va faire comment? Et c'est ici, à quelques mètres de l'ancien site, que ces commerçants se sont installés. Mais un site plein d'obstacles. Nous, voilà qu'on est en train de misérer dans la poussière que tu vois. Et ça nous donne quoi? Beaucoup de maladies. Comme moi, à mon âge, si j'attrape maintenant la toux, c'est pour que je pars. La souffrance que j'ai déjà pris avec les petits-enfants, je les laisse. Est-ce que c'est normal? Je vais aller maintenant à l'hôpital. Je n'ai même pas 5 francs que j'ai gardés. Malgré ces dangers, les sinistrés préfèrent s'y installer. Et pour cause, déclare-t-il, le manque d'espace dans les marchés. Quel marché encore? Le marché même est plein. Quand tu te pars même ici en Vogatamba, là que tu te places une petite truc comme ça dans une petite pocheron d'une femme, il te dit de louer ça 5 000, 10 000 francs. Là, on est dans notre village, on est en train de nous maltraiter. Parce que tout le temps, c'est comme ça, on nous maltraite. Étant dans notre village, et si on part là en Europe, on va faire comment? Et cette fois-ci, c'est plutôt un ouf de soulagement pour les villages Fomopéa, Foto et Bafou dans le département de la Ménois. Nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. Ces villages disposent désormais de télécentres communautaires. Ce sont des outils qui vont booster le développement de ces localités où les populations étaient jusqu'ici contraintes à des déplacements incessants pour une connexion Internet. Des détails dans ce reportage de l'éclair Tchaken et Sylvestre Hippolyte Zangao. Les centres communautaires pour participer au développement des zones rurales. Le moment est arrivé pour les populations des localités de Fomopéa, Foto et Bafou, dans le département de la Ménois, à l'ouest Cameroun. Jean-Pierre Bitibié Sam, le ministre des Postes et Télécommunications, vient de procéder à l'ouverture officielle des télécentres communautaires de ces 3 localités. Le télécentre communautaire polyvalent apporte un certain nombre de services. Le téléphone, le téléfax, la télécopie, les services de bureautique, le transfert d'argent, etc., etc. C'est donc un instrument qui peut accompagner le développement. C'est donc un instrument qui est susceptible
de créer des emplois. C'est un instrument qui est susceptible d'apporter de la connaissance parce que dans le télécentre, vous pouvez apprendre plein de choses grâce à l'Internet. Les populations de Fomopéa, Foto et Bafou sont donc désormais ouvertes sur le monde. Le secteur de l'éducation et bien d'autres secteurs vont bénéficier de l'apport de ces nouveaux outils. Les populations conscientes de ce fait ont exprimé leur satisfaction, car il n'est plus désormais question de se rendre au centre urbain de Tchang pour espérer obtenir une connexion Internet. Et comme annoncé en titre, plus que quelques heures, on le suppose, ce sera la fête du Ramadan. Les préparatifs se poursuivent dans les quartiers de domicile. Les ateliers de couture connaissent une affluence particulière et dans les ménages, on s'active pour être prêt le jour J. Julingue. Mama Alima est une mère de plusieurs enfants. Comme la plupart des fidèles de la communauté musulmane, elle se prépare à célébrer la fête du Ramadan, annoncée dans les prochaines heures. Je prépare bien la fête. J'ai déjà acheté 5 poulets pour frire pour demain. Si c'est demain, c'est que je vais seulement saucer. Je mets la tomate. Je prépare l'autre légume japche. Toute la famille mange et boit. La top. Ce jour-là, nous serons contents. Aladi Sali Ayatou, quant à lui, arrive à l'instant dans l'atelier de couture de son tailleur Mohamed. Il est venu laisser le pagne de son épouse. Sa présence embarrasse Mohamed qui a pour habitude de confectionner ses vêtements. Comme il pense qu'il est régulier, il doit venir avec le retard, c'est pour cela que je l'accuse. Normalement, il devait venir même une semaine avant. Mais il a choisi le veille de la fête comme ça pour venir. Ça va nous dire, mais en tout cas, je vais lui faire ça. Mais pour ce père de famille, son seul désir est de voir sa compagne plus rayonnante que jamais le jour J. Je suis venu, n'est-ce pas, coudre les habits pour madame, pour qu'elle soit belle le jour de la fête du Ramadan. Comme Mohamed, d'autres couturiers affirment que les jours qui accompagnent la fin du jeûne sont plus rentables en termes de chiffre d'affaires, mais aussi très épuisants. Il y a beaucoup de travail et c'est beaucoup, c'est trop, ça nous dépasse même. On espère que c'est demain la fête, mais pour le moment, ce n'est pas assuré d'abord. En attendant l'apparition du croissant lunaire qui détermine la date exacte de la fête du Ramadan, les préparatifs se poursuivent dans les différents ménages. À quand donc concrètement la fête du Ramadan à propos de l'incertitude que continue de planer sur l'apparition du croissant lunaire? Cheikh Hassan Sango, imam, apporte des précisions sur les circonstances qui déterminent le jour de la célébration de la fête du Ramadan et s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Si au ce soir, il n'y a pas l'apparition du croissant lunaire, obligatoirement la fête c'est vendredi parce que dans mon introduction tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas le mois de 31 jours. Donc c'est 29 ou 30. Si aujourd'hui on ne voit pas, on n'observe pas le croissant lunaire, alors demain absolument on complète à 30 jours. Étant donné qu'il n'y a pas le mois de 31 jours, absolument la prière c'est vendredi, sans aucune incertitude. Et du sport, c'est le basketball. Après un brillant parcours au tournoi des 4 nations en Chine, les Lions de la balle orange ont regagné le Belka hier. Sacré champion de ce tournoi des 4 nations en Chine, les Lions du basketball préparent l'Afro-Basket qui démarre le 20 août prochain à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Je vous propose dans cet extrait qui va suivre d'écouter tour à tour Lazare à Dingono, coach des Lions, et Gaston Essenge, capitaine des Lions, au micro d'Equinox Télévision. Impression de satisfaction d'ailleurs. Le groupe s'est bien comporté durant ce tournoi avec, n'est-ce pas, la Nouvelle-Zélande qui est un pays, n'est-ce pas, classé 18e au monde quand même, et la Chine et aussi le Canada. Donc le groupe s'est très bien comporté. Nous avons remporté la finale du tournoi et maintenant nous nous préparons en conséquence pour le tournoi de la Coupe d'Afrique qui commence dans quelques jours. Je crois qu'ils sont, comme on dit, c'est une progression, n'est-ce pas, très agréablement surprenante. Et maintenant, nous allons continuer à travailler dans cette optique, n'est-ce pas, la cohésion, n'est-ce pas, tactico-technique. Et aussi continuer à appuyer sur un aspect psychologique pour préparer les gars mentalement à affronter, n'est-ce pas, une compétition très rude
qui commencera très bientôt à Abidjan. On est allé travailler parce que, comme j'ai dit, l'objectif, c'était pas la Chine, c'est la Coupe d'Afrique qui sera dans quelques jours. Donc après un long voyage, on a eu 2 premiers matchs et les 2 premiers matchs qui nous ont permis vraiment de connaître l'équipe, l'effectif. Et les 4 autres ont été, puisqu'on a rejoué avec les mêmes équipes qui nous ont gagné, et ça a été un peu plus facile. Pas facile parce que facile juste parce qu'on avait déjà compris un peu comment ça se passe. Le coach détient le programme, donc tout ce que je sais c'est qu'on va se remettre au travail. On est arrivé aujourd'hui, dès demain on se remet au travail et la compétition est d'ici je crois une semaine, on s'envole pour Abidjan et on va essayer de fixer les derniers réglages. Il y a encore quelques petits détails à fixer avant la compétition. Donc je pense que d'ici là, on sera prêt pour la grande danse. Et nous restons dans ce registre pour annoncer le retour de l'enfant prodige Kenny Kadji. Il a été accueilli dans une bonne ambiance à l'aéroport international de Douala. Kenny Kadji va porter les couleurs de Cleveland en NBA. La nouvelle star camerounaise de la NBA s'exprime au micro de nos reporters. Très content, vous savez, ça fait 5 ans que je ne suis pas venu au Cameroun. C'est une fierté. Quand je pars du Cameroun et quand je vais aux États-Unis, c'est pour représenter le Cameroun. Donc, je suis très content de voir tout le monde m'accueillir comme ça. J'ai vu l'équipe du Cameroun jouer en Chine. Beaucoup de potentiel et je pense que vraiment, avec cette équipe, on peut faire un gros boulot à Abidjan. Donc, je suis vraiment content d'être ici et je suis prêt à représenter le Cameroun. Oui, surtout l'équipe du Cameroun, c'est une fierté de représenter le Cameroun et c'est un honneur d'être appelé ici. Donc, je suis prêt à aller à Abidjan et venir au top. Et toujours en note pour refermer notre page consacrée au sport, la sélection nationale des pistes et des airs championne du championnat d'Afrique centrale a déposé ses valises hier à Douala avec une belle moisson de 20 médailles en or, 16 médailles en argent et 4 en bronze. Je vous propose cette fois-ci d'écouter au micro d'Equinox Télévision Gonomari Zibi, championne sur 100 mètres, 200 mètres, soit en longueur et 4 fois 100 mètres. Un travail particulier, bien sûr, puisque après la préparation des Jeux universitaires, je suis entrée directement en stage par rapport à cette compétition. Et lors du championnat, bien sûr, j'ai juste appliqué les conseils que les coachs m'ont donnés et le résultat. Bon, pas facile en tant que tel, ça a été très difficile puisque j'ai rencontré la championne du Congo qui est actuellement à Dakar, au centre de Dakar, qui suit une formation là-bas, mais j'ai été plus forte qu'elle et le résultat en est. De l'information au-delà de nos frontières pour refermer la première partie de ce journal au Kenya, Pagaille dans le ciel, l'un des principaux aéroports d'Afrique reste fermé. Un incendie s'est déclaré à l'aéroport international de Nairobi ce jour, c'est au Kenya. On ne signale pas d'atterrissage, pas de décollage. Des dizaines de milliers de passagers restent affectés. Reportage. Le président du Kenya sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Des nuages de fumée ont succédé aux immenses flammes qui, quelques heures plus tôt, dévoraient une partie de l'aéroport de Nairobi. Un incendie qui s'est déclaré à l'aube ce mercredi dans le bâtiment des arrivées. Passagers et personnel sont alors immédiatement évacués. Aucune victime à déplorer. On n'a pas entendu d'explosion, juste un grand bruit. On s'est précipité et c'est là qu'on a vu les flammes. J'allais prendre un vol et me voilà coincé à cause de ce feu. Les vols prévus sur Nairobi sont donc déroutés vers d'autres aéroports, dont celui de la ville côtière de Mombasa. Conséquence, plusieurs dizaines de milliers de passagers sont affectés par cette catastrophe dans ce lieu qui draine plus de 6 millions de voyageurs par an. Mais les autorités ont annoncé la reprise du fret et des vols domestiques plus tard dans la journée. Aucune information en revanche quant aux vols internationaux. On ne connaît toujours pas non plus les causes de l'incendie. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après l'indicatif.
Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, comme annoncé en titre, l'appréciation de la POJAR dans la constitution des listes électorales pour le double scrutin du 30 septembre annoncé au Cameroun. Et pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau de 20h une militante de la POJAR, Chantal Kambiwa. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez Servitas Cameroun, qui est une ONG d'un statut particulier. Nous allons certainement y revenir tout à l'heure. Vous avez engagé un plaidoyer aujourd'hui. Vous avez présenté à l'opinion nationale et même internationale, puisque des journalistes de tous les bords étaient conviés, le travail que vous effectuez depuis longtemps. Pourquoi avoir choisi cette occasion? C'est en rapport avec le prochain scrutin, certainement. Bien sûr. Je remercie déjà Equinox de nous permettre de faire passer notre message. Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, le but de notre activité, c'est d'accroître le taux de participation des femmes dans le processus électoral. Alors, le moment était opportun et c'est un travail que nous avons commencé depuis le mois de mars, pendant le lancement de la Journée internationale de la femme, puisqu'on savait bien qu'il y allait avoir des élections. Donc, c'est le moment opportun d'évaluer le travail que nous avons fait et de voir ce qui pose problème par rapport aux textes qui régissent les élections en ce qui concerne la femme surtout. C'est pour ça d'ailleurs que le titre de notre atelier, c'est Femmes, élections municipales et législatives, Cameroun 2013. Alors, comment est-ce que vous appréciez le quota des femmes dans la composition des listes électorales pour le double scrutin du 30 septembre annoncé au Cameroun? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre discours est passé comparativement à l'approche qu'on a eu à observer lors des sénatoriales? Ben, écoutez, le fait déjà de pouvoir rejeter une liste parce qu'il n'y a pas de femmes, c'est une avancée. C'est d'ailleurs une avancée certaine. Mais nous disons qu'il faut aller un peu plus loin. Nous voulons effectivement, vous avez parlé de quotas, il n'y en a pas encore. Et c'est ça qui nous pose problème. Nous avons eu l'occasion de le constater avec ces listes que nous appelons de provisoires, puisque après les requêtes, les recours, on pourra voir une autre configuration. Peut-être essayer de voir des listes qui ont réussi à passer entre les mailles des lécans et qui ne comportent pas de femmes. Mais notre débat, justement, va au-delà d'une question de quota. Il y a aussi une question de positionnement. Parce que, voyez-vous, c'est bien beau qu'il y ait des femmes sur les listes, mais si elles sont à la queue de ces listes, ça nous pose problème. Encore pour ce qui est du cas peut-être particulier des législatives, parfois on voit des femmes qui reviennent peut-être abondamment, mais comme des suppléantes. Beaucoup. Et c'est ça vraiment. Nous avons eu l'impression que, bon, on a demandé des femmes. Alors on dit, vous voulez les femmes, alors les voilà. Mais elles sont où? Elles sont très mal positionnées. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que les hommes exploitent plutôt les failles que leur accorde de la loi, l'actuel code électoral qui n'est pas très très précis sur ces quotas? Justement, mais moi je crois que ça va évoluer. Avec le travail que nous menons sur le terrain, cet aspect, cet aspect va progressivement s'améliorer. Parce que nous disons, les femmes ne doivent pas être des tremplins pour la carrière politique des hommes. Il y a quelque temps, de cela, on nous disait, oui, vous nous demandez de mettre les femmes sur les listes, mais nous ne les voyons pas. Mais vous voyez bien qu'ils sont partis chercher les femmes quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller sans ces femmes. Mais nous disons, nous ne voulons pas seulement figurer sur les listes, nous voulons être dans des positions éligibles. Parce que la politique, c'est une affaire de tous. Même les femmes qui disent qu'elles ne font pas la politique, lors de nos différentes descentes sur le terrain, nous leur avons démontré qu'elles font la politique et que la politique gère leur quotidien. Et que même dans le plat de nourriture qu'elles mangent au quotidien, c'est la politique qui s'y trouve et qu'elles devaient s'y engager. Nous voulons être maîtres de notre destin. Nous voulons nous impliquer dans la vie politique de notre pays à tous les niveaux. C'est d'ailleurs pour ça que nous parlons de ce processus et nous observons le comportement des femmes pendant la campagne et même de cet organe ELECAM qui régit les élections aujourd'hui chez nous.
où se trouvent les femmes dans cette structure. Est-ce que vous croyez en l'efficacité de votre combat? Oui. Est-ce que ce combat ne manque pas un peu d'efficacité parce qu'on a le sentiment qu'on évolue très très lentement? Ben, écoutez, quand vous dites qu'on évolue, ça veut dire qu'on évolue déjà. Écoutez, les dernières élections municipales, il y avait des listes sans fin qui sont passées. C'est déjà une avancée. Mais nous disons, il faut faire plus. Il faut même faire beaucoup plus. Parce qu'en fait, ce n'est pas un cadeau que nous demandons. C'est une question de droit. C'est une question d'équité. Et cette question-là revient très souvent parce que c'est une question qui est liée au développement de notre pays. Nous allons bientôt évaluer les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et là, cette question est liée à l'objectif 3. Donc, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons continuer notre travail. Et c'est ce que Servitas Cameroun, Courage 2D et Kaoled s'attellent à faire. Nous descendons dans les associations, nous allons vers ces femmes, parce que ces femmes vont bientôt être sollicitées par les candidats, qui vont venir leur présenter des programmes politiques qui ne prennent pas en considération leurs préoccupations. Et ça, nous disons à ces femmes... à sanctionner ces programmes politiques. Ah, c'est pas nous, nous éduquons les femmes, parce que l'intégration de la femme aussi dans tout ce processus, c'est qu'elle puisse maîtriser un programme politique. Alors nous leur disons, écoutez, ces personnes qui vont venir, ces candidates et candidats qui vont venir dans vos associations et tout, ne sont pas des personnes qui viennent vous dire ce qu'eux, ils veulent pour vous. Vous devez leur dire ce que vous voulez. Et ça, vous allez voir, ce ne serait que pour le cas d'Ivory, que nous avons pris comme échantillon, le comportement de la femme va beaucoup évoluer dans ce sens-là. Alors, votre discours s'adresse à qui particulièrement? À ces femmes pour qu'elles s'engagent davantage dans la chose politique ou alors à ces hommes pour qu'ils accordent davantage de place aux femmes? Non. Vous voyez, c'était en deux temps. C'était en deux temps. Nous nous sommes adressés à ces hommes parce que nous savons que ce sont des hommes qui gèrent je peux dire, la majorité des partis politiques, ce sont des hommes. Donc nous nous sommes adressés aux partis politiques pour leur dire qu'il était important d'investir un grand nombre de femmes. Et maintenant, nous nous adressons aux femmes. Nous nous adressons aux femmes, M. Mao. N'oubliez pas qu'elles représentent quand même 51% de la population. C'est un poids électoral. Aujourd'hui, ces personnes, ces hommes, comme des femmes d'ailleurs, ont besoin de leur voix. Donc, nous leur disons ce qu'il faut faire et comment le faire. C'est pour ça que dans nos descentes sur le terrain, nous leur expliquons, nous les éduquons sur ce qu'est un programme politique et ce qu'elles doivent rechercher dans ce programme politique. Nous leur expliquons par exemple comment s'arranger le jour du vote pour aller voter à temps. Nous leur disons d'aller chercher leur carte électorale. Nous leur expliquons déjà ce qu'il y a sur cette carte électorale. Le dos de cette carte électorale renforme beaucoup d'informations importantes qui vont permettre à ces femmes qui sont, avec le constat de nos descentes, pour la majorité, illettrées, mais pas bêtes du tout. Et nous nous sommes aussi rendus compte que lors des descentes sur le terrain, parce que notre mission était, premièrement, d'amener ces femmes à s'inscrire sur les listes électorales, deuxièmement, de les amener à se présenter comme candidates, et aujourd'hui, leur préparation est faite par nous pour qu'elles puissent être des électrices. Et sur ce chemin, M. Marou, nous avons rencontré pas mal de problèmes. Nous nous sommes rendus compte que la loi elle-même est un obstacle pour beaucoup de femmes. Le fait de pouvoir, la condition de pouvoir parler français et anglais ou l'écrire était un blocage pour ces femmes. C'est pour ça aussi que beaucoup n'ont pas pu se porter candidate, alors que nous reconnaissons que ce n'est pas de leur faute. Il y a toute une génération de femmes qui ont été sacrifiées parce que les préjugés demandaient à ce que ce soit l'homme qui aille à l'école pour aller apprendre justement à écrire ce français. Donc nous avons rencontré beaucoup de handicaps qui ont empêché les femmes... Voilà, les préjugés perdurent. Mais qu'est-ce qu'on gagnerait à investir davantage de femmes? Parce que selon les observations, on n'avait pas beaucoup de problèmes dans la gestion. Vous pensez que les femmes géreraient mieux que les hommes? Est-ce que tout simplement, ce n'est pas un maquillage d'un concept occidental? Si c'était un maquillage, nous sommes bien au Cameroun et en Afrique. Si c'était une fantaisie, on ne l'aurait pas introduit dans nos textes. Et il faut comprendre qu'à partir de cet instant... Peut-être on l'a imposé parce que vous avez longtemps tapé sur les hommes? Non. C'est parce que c'est une question liée au développement.
C'est une condition incontournable. Alors, quelle est la plus-value qu'une femme peut... C'est d'abord une question de droit. Pourquoi pensez-vous qu'une femme, c'est une question de droit, une question d'équité, mais non, les femmes arrivent, on sait que ça pose problème aux hommes, parce qu'il faut quand même le reconnaître, plus de femmes à ces instances de prise de décision. Ça veut dire moins d'hommes, mais ce n'est que normal. C'est une question de droits humains, une question sine qua non, une question sans laquelle notre pays ne sortira pas du sous-développement ou bien n'atteindra pas les objectifs du millénaire pour le développement. Ce n'est pas nous, la société civile, qui le disons. Nous venons à l'appui de l'action gouvernementale et lorsque la perche est tendue, nous la saisissons. Aujourd'hui, le code électoral prend compte de l'approche genre et ce n'est pas nous qui devons reculer sur cet aspect, nous allons aller plus loin. Il faut un quota et nous espérons que ça sera du 50-50. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Alors, comment appréciez-vous la politique du gouvernement camerounais dans l'approche genre? Est-ce que vous pensez que des efforts sont faits par les pouvoirs publics pour intégrer de plus en plus cette donne? Ben, écoutez, pour que la femme soit intégrée, déjà, je vais dire, dans la gestion des affaires publiques, il n'y a que de deux manières. Soit elle est nommée, soit elle est élue. Or, pour le moment, nous sommes en période électorale et les élections sont le mode qui permet à un plus grand nombre de femmes d'accéder à ces instances de prise de décision. Et pour l'instant, nous croyons que c'est positif, mais ce n'est pas encore ça. Mais nous sommes contents de voir que les listes sont rejetées parce qu'il n'y a pas de femmes. Au moins, les hommes à ce niveau comprennent que ce n'est pas de la rigolade. Nous ne venons pas pour colorer des listes avec nos pagnes. Nous venons parce que c'est une nécessité et il faut qu'ils le comprennent bien. Le Cameroun n'avancera pas sans les femmes. Si vous aviez un vœu à émettre, quel sera-t-il? Un vœu. Ben, par rapport à cette loi, qu'il y ait un quota de 50-50 et une exigence de la place des femmes sur ces listes. Parce que le quota seul ne suffit pas. Si elles se retrouvent toutes en bas des listes, en cas de partage de sièges, elles n'y seront toujours pas. Et nous aimerions aussi que le genre ne soit pas seulement en période électorale. C'est une question transversale qui doit toucher tous nos ministères. On doit commencer à regarder, et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons mener une mission d'observation le jour d'élection pour voir combien de femmes y a-t-il dans les bureaux, même au sein de l'ECAM, combien de femmes il y a dans les campagnes, dans les équipes de campagne des partis politiques, combien de femmes, par exemple, soient directrices de campagne. Pourquoi pas? Nous observons tout cela, et à la fin des élections, nous allons continuer pour que les femmes puissent être dans les exécutifs communaux et bien entendu dans les groupes parlementaires, pas toujours pour aller s'asseoir là-bas et regarder, parce que nous allons travailler avec ces femmes. Merci Chantal Kambiwa. J'ai voulu réserver, n'est-ce pas, ce petit moment pour la fin de ce débat. Pour vous présenter comme membre de l'Internationale socialiste, vous y êtes toujours. Est-ce que ça vous embête qu'on vous présente comme militante du SDF? Pas du tout. Alors, pas du tout, parce que le genre n'a pas de coloration politique. Et d'ailleurs, au niveau du système des Nations Unies, et pour faire sortir le genre du trou où il est dans d'autres pays, on nous exige de nous impliquer. On dit à la société civile, ça ne vaut pas la peine d'aller dire aux femmes, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut prêcher par l'exemple. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons que dans notre plan d'action, nous avons prévu de sortir et nous avons réussi à placer des femmes auprès des autres partis politiques qui voulaient se présenter. Et c'est une condition aussi, parce qu'on a remarqué, en tout cas ce n'est pas une remarque, c'est un constat, aucune organisation, aussi grande qu'elle soit, aucune association de femmes, aucune tontine ne peut présenter une femme à une élection. Il faut appartenir à un parti politique. C'est d'ailleurs pour ça que nous encourageons les femmes d'appartenir à des partis politiques. Merci Chantal Kambiwa. Merci d'avoir accepté ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À la prochaine.